Aimer, c'est prendre le risque de l'autre. Aimer, c'est risquer des bonheurs immenses et des peines profondes. Rares sont les humains qui font le choix de vivre sans aimer, sans connaître les émotions extrêmes de l'amour, de la joie d'accueillir un nouvel enfant, de prendre ses amis dans les bras. Mais parfois, certains préfèrent vivre sans aimer, car aimer, c'est prendre le risque de l'autre, le risque de le perdre, de se tromper, d'être malheureux, voire de mourir de chagrin. Mais c'est ainsi que s'est développée l'humanité, que les sociétés se sont créées partout dans le monde, chacune avec sa culture, ses limites, ses rêves. La Covid-19 a bouleversé tout cela. Pour ne pas prendre de risques, partout dans le monde, on a isolé nos anciens, nos enfants porteurs de handicap, nos fragiles. On a interdit les visites des proches. Beaucoup sont morts sans revoir leur famille, beaucoup sont morts de solitude. Parce que nous avons tout simplement oublié que ces humains ne peuvent vivre sans amour et sans l'expression de ces amours. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir... Alors, avant de visionner ce reportage coréen, je voudrais tout simplement vous demander de ne pas juger les soignants, de ne pas être choqués par les remarques qu'ils font, certains mots qu'ils prononcent, qu'ils disent. Ce sont des gens d'une culture complètement différente de la nôtre, mais ça reste des humains extrêmement sensibles, extrêmement humbles, et je les respecte comme je respecte tous les soignants du monde, tous les gens qui s'occupent avec attention de ces personnes qui ont besoin de nous. La deuxième chose, je voudrais vous demander aussi de ne pas copier ces films, de ne pas les diffuser sur YouTube. La télévision coréenne me les a confiés simplement à titre pédagogique, pour faire des cours. Donc, je vous remercie et j'ai confiance en vous. Alors maintenant, passons au visionnage. 드디어 2부 지네스트가 인천공항에 도착했습니다. 휴머니 큐드가 대한민국에 첫 발을 내디딘 순간이었죠. 워크숍은 5일에 걸쳐 이루어졌습니다. 공개 강연회가 열린 첫날, 의료진, 치매 환자 가족, 현장 전문가들이 모여 새로운 케어법에 주목했습니다. 휴머니 큐드의 기본 철학과 원리를 설명하는 강연. 시민들의 관심은 뜨거웠습니다. 다음 날부턴 전문 인력을 대상으로 하는 4일간의 심화 워크숍이 시작됐습니다. 인천시 2개의 시립요양병원에 있는 6명의 간호사들이 그 주인공입니다. 어르신 안녕하세요. 일주일에 한 번 모든 간호사가 긴장하는 날. 알죠? 어르신 오늘 목욕 좀 하려고. 내일 아니 목욕했어요. 하나 둘 셋 옳지. 안경 조심하고. 어르신 아이고. 다 이뻐졌나? 그래서 내가 이정래 할머니의 목욕 날입니다. 어머니 이 의자보다 이 의자가 더 편할 것 같아. 어르신 제가 어르신 안을게요. 나는 이걸 갖고 와서
이제 들어가서 술 차리고 도와드리려고 하는데. 나만 먹고 있네. 4명의 인력이 붙어도 쉽지 않은 목욕. 갖은 욕설은 물론 간호사를 때리는 일도 일상입니다. 우리는 목욕시켜주고 맞네. 물러. 어르신, 이렇게 하시면 어떻게 안 이렇게 잘하는데. 제가 이렇게 손 잡고 있었거든요. 자꾸 때리려고 하니까. 그래서 기본적인 거 빨리 씻겨서 얼른 자리 하고 나도 이 상황에서 벗어나고 싶다. 뭐 정신없이 어떻게 막 씻겼는지도 모르게 그냥 막 씻겼어요. 둘, 셋. 할머니가 병원에 입원한 지 1년 6개월. 매주 이렇게 전쟁을 치러왔습니다. 그러니까 이제 쉬시면 돼. 내일 아드님 오시면 엄청 이쁘다고 하겠다. 우리 엄마가 이렇게 이쁘게. 얼마 너도 너만 보고 목욕시키더라고 그래. 수고하셨습니다. 네. 오랜 경력의 베테랑 간호사들이지만 이런 순간들은 익숙해지지 않습니다. 이거 제 강아지인데 어떻게 시켜야 되는지. 목욕실만 오면 화를 내던 할머니에게 자식처럼 당신이 직접 돌봐줘야 하는 대상을 만들어준 겁니다. 한번 해줘봐. 강아지 따뜻한 거 좋아하는데? 자, 여기 씻겨주세요. 물 좀 뿌려줄까요? 걔는 숨을 아, 그렇게 꼭 이렇게 씻겨주는 거구나. 내고 가려고 다 써더래. 아유, 이쁘. 다 씻겼어요? 애기 강아지. 강아지 그렇게 씻겨주는 거구나. 이렇게 안 해주세요. 집에서는 발도 닦아주고. 추워봐도 이것도 또. 강아지도 추워해요? 얼마나 추움을 받는데. 할머니에게 역할을 주면서 진행된 목욕. 강아지는 제가 들고 갈게요. 이거 가지고. 갖고 있을까? 쓸라겠대 작아서. 그렇구나. 자, 자리로 갑시다. 목욕시키는 거 도와줘서 너무 고마워요. 감사합니다. 저기 갔다. 네. 모든 치매 환자에겐 저마다 열쇠가 있습니다. 그래서 너무 감사해요. 환자에게 인간적인 관심을 기울일 때 빠이빠이. 비로소 그 열쇠가 보입니다. 안녕. I never seen aggressive patient in my life. You cannot be aggressive. They are defensive. 그동안 우리는 치매 환자들과 소통하는 법을 배워본 적이 없습니다. 정말 몰랐기 때문에 그게 얼만큼 무서운 잘못을 하고 있는지를 몰랐던 거예요. 인권보단 안전이 중요했습니다. 누워만 있던 환자를 걷게 하고 화만 내던 환자를 웃게 만든 마법 같은 60일. 나는 할 수 있다. 먹는 거 아니라니까. 이것은 결코 기적이 아닙니다. 세상에서 가장 부드러운 혁명입니다. 14명의 관찰 대상 환자 중 가장 빠른 속도로 변화를 보인 건 최수천 할아버지였습니다. 여기로? 네, 한번 가보시오. 휴머니튜드 도전 20일 만에 할아버지는 휠체어 없이 걸어서 화장실에 갔습니다. 근데 오늘 일어나시라고 하니까 저보고 기대요. 그러더니 혼자 저 밑에 잡고 이렇게 오줌도 이렇게 누시고 할아버지 너무 좋아지셨어요. 좀 자신감이 생기면 괜찮아져. 그리고 한 달 만에 드디어 아무 도움 없이 스스로 걷기 시작했습니다. 잠깐만요. 잘 찍으래. 잘 찍으래. 뭐 이거요? 잘 찍으래. 멋있게 찍어라. 멋있게 찍어. 새끼들 목에. 우리 새끼들도 먹을래요? 우와. 조금만 이렇게 봅시다. 가. 넌 나나 봐줄게. 가. 한 달 전 할아버지의 모습입니다. 아니, 안 우셨어. 알았어. 알았어. 다 있어요. 그런데 60일 후 우와.
그는 전혀 다른 사람이 됐습니다. 사랑해. 사랑해. 너무 관심을 두고 눈을 이렇게 오랫동안 마주쳐 드리고 이렇게 항상 이렇게 만져 드린다는 게 그 환자분뿐만이 아니라 그 사람들의 마음이라는 게 이렇게 움직일 수 있는 게 되는구나. 그래서는 휴머니튜드 케어법을 적용했을 때 환자들의 신체 반응에 대한 연구가 한창입니다. 최근엔 치매 환자와 눈을 마주치는 것이 중요한 이유를 과학적으로 규명했습니다. 認知症の人の行動を変化させる。まずその人がちゃんと人として認識されてるかっていうのを与えるというそういうのが意味で重要ですよね。でその中でただ普通の人の見るよりももっとこう強い刺激としての見るっていうのをしてあげないと認知症の人は気づかないわけですね。なので長い時間をかけてかつ近くから見るとそれだけ強い見るっていう刺激を与えることで我々はそのウェアラブルカメラですよねを使って上手な人とそうじゃない人での患者さんへの目線の使い方とか顔の近づけ方の違いっていうのが非常にクリアに分かることになりました。 시선 추적 검사 결과 환자와 소통을 잘하는 숙련된 간호사일수록 시선 거리는 25 내지 30cm를 유지하고 환자의 얼굴 범위를 벗어나지 않는 정면을 응시합니다. 즉, 각도는 0도를 유지하는 겁니다. 睡眠薬とか騒がから飲ませようっていうようなそういうお薬置いてあったんですけどみんな期限切れになっちゃってるだからもう2年丸々1年は過ぎてるんですけども薬がないです 한 번 소동이 시작되면 6시간씩 이어지기도 합니다. 이거 좀 끌어보셔. 야, 여기 밖에 나가면 우리 집이야. 아니, 집이 갈 거야! 뭐라 말이야! 네, 제가 도와드릴게요. 아, 집에 갈래다 말았네. 아, 식사하고 가시라고. 오늘 턱시 나온다니까, 턱시. 자, 사랑해. 한번 해요. 사랑해. 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 아까 좀 앞쪽으로 당겨주시고. 옳지. 신경 안정제 없이도 빠르게 평온을 되찾은 할머니. 불과 30분 만의 일이었습니다. 또 올게요. 네, 좀 쉬고 계세요. 이제 안전을 비중을 두게 되면 다른 말로는 환자 인권이 문제가 되게 되고 인권적으로 환자에게 이제 자유스럽게 허용을 하고 이렇게 하게 되면 또 안전이 문제가 되고 이런 부분이 이제 직원들 항상 좀 딜레마가 있습니다. 기적이 일어났지 않습니까? 그러니까 처음에는 다 말도 안 돼 이렇게 했거든요. 우리가 환자가 좋아질 수 있다. 우리가 하기에 따라서 케어하기에 따라서 좋아질 수 있다는 걸 배우고 적용해서 좋아진 거니까 기적이 아니야. 저도 그렇게 얘기는 했거든요. 네. 햇말 바른말 햇말 바른말 꼭 60일 되던 날 백흥기 할아버지는 처음으로 보조기구 없이 스스로 걸었습니다. 소식을 물어본다 할 말은 대동강아. 너무 잘하셨어요. 환자들이 그렇게 휠체어에 앉고 서고 웃게 된 시간 우리는 알게 되었습니다. 세상에 걷지도 못하던 이들이 할아버지가 이렇게 환자라는 이름의 관리 대상이 아니라 여전히 인간이라는 사실을 안을 수 있나요? 인간다움을 존중하면 인간다움이 살아난다는 사실을 말입니다. 치매에 걸려도 아름다울 수 있는 세상. 우리는 이제 함께 그 꿈을 꿀 수 있습니다. 경호야, 나 잘 있다. 걱정하지 말아라. 그러시. 백선지야 잘 지내고 잘 살아라. 잘 지내고 지금도 잘 살지만 사랑해.で長生きすると私たちの認知の機能は絶対に落ちるんです。でそうなった時に私は患者ではなく一人の人間として生きていきたいと思いますし
それは今言いましたようなことで、明日もう自分がですね受ける立場にもうすぐ来るわけですね。いうのを今の時代から作っていかないと、自分の時代になったとしてもそれはずっと同じことが続くので、頑張ってやっていきましょう。Alors voilà, nous venons de voir ce film sur la Corée qui m'a personnellement beaucoup ému quand j'ai reçu ces images. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Et je voudrais retenir quelques paroles du docteur Honda qui dit à la fin, quand on vieillit, on a des baisses cognitives. Et à ce moment-là, il voudrait qu'on l'accompagne en tant qu'être humain et non pas en tant que patient. Et ça, je trouve que c'est une formule très importante. Et c'est tout l'objet de notre histoire et du travail que nous avons fait avec Rosette. Il y a 41 ans maintenant, nous avons commencé à travailler dans les hôpitaux. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à nous occuper des patients les plus difficiles, tous cas confondus. Quand on rentre dans un hôpital, on demande à voir et à s'occuper des 10 personnes les plus difficiles, en gréa, en psychiatrie, en maternité, quels que soient les services. Et on s'est occupé de plus de 30 000 patients comme ça, chacun dans plus de 1000 services différents et dans une quinzaine de pays. Donc on a une véritable expérience pratique parce qu'on fait les toilettes, parce qu'on fait la réhabilitation, parce que on peut créer des techniques ainsi. Et pour les Japonais, nous avons créé 400 techniques originales. En fait, quand on les dénombre en France, on en trouve 150. Mais bon, les Japonais sont peut-être plus précis que nous dans le décodage de ce que l'on fait. Et ce qui est important, c'est qu'au bout d'une vingtaine d'années, nous avons essayé d'écrire une philosophie pour tenter de répondre à une question: qu'est-ce que c'est qu'un soignant? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous, les soignants, qu'est-ce que nous faisons en fait? Et c'est pas si évident que ça. Alors on a donné une réponse, c'est dans le cadre d'une philosophie humaniste, et en disant qu'un soignant c'est un professionnel. Déjà, pour nous, un soignant est un professionnel qui prend soin d'une personne qui a des problèmes de santé dans le but de l'aider à l'améliorer. Si ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas toujours possible, nous devons essayer de conserver, d'aider la personne à conserver sa santé. Quand ce n'est pas possible, parce que là aussi ce n'est pas toujours possible, eh bien on doit l'accompagner, et cet accompagnement doit se jusqu'à la mort ou jusqu'au cimetière. Hein. Et en tout cas, on n'est certainement pas là pour nuire à la santé des personnes. Et donc, nous pouvons avoir des actions qui nuisent à la santé d'une manière complètement inconsciente. Les techniques changent, les systèmes de soins évoluent. Il y a des médicaments qu'on donnait à une époque que l'on ne donne plus maintenant parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient dangereux. Donc, on doit éviter tout ce qui peut nuire. Voilà. Donc, il y a une hiérarchisation de notre travail. On doit toujours essayer de travailler au bon niveau de soins. Et donc, il y a quand même deux choses qui sont très très importantes dans cette définition. C'est la notion de santé. Okay, nous sommes là pour la santé des gens, sinon les gens qui n'ont pas de problème de santé ne sont pas en relation avec nous. Mais ces gens-là sont des personnes, et la véritable question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est quoi une personne? Alors une personne, c'est un être humain, je pense que là on sera tous d'accord. Voilà. Et normalement, en Europe, on est tous d'accord avec l'idée que l'être humain, c'est un animal. Effectivement, nous sommes des mammifères. Et nous sommes des mammifères très évolués, mais nous sommes des animaux. Et celui qui prend soin simplement de la partie animale d'une personne, donc de sa physiologie, pourrais-je dire, de sa santé physique, n'est pas un véritable soignant. Pour être un soignant, il faut tenir compte des particularités de l'être humain. Par exemple, l'être humain, il a des émotions particulières, il rit, il s'habille, il mange avec des baguettes au Japon et cuillère, fourchette ou à la main dans certains pays, etc. L'être humain, c'est un animal qui se pare, qui se maquille, qui se fait beau. C'est un animal qui vit en société, dans ce qu'on appelle une petite société très restreinte que l'on appelle la famille. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'être humain se réunit dans un petit troupeau qu'on appelle la famille et qui compte plus que tout pour lui, bien souvent. Et donc, lorsque l'on s'occupe de toutes ces particularités, et bien évidemment des particularités physiques et de la maladie, bien évidemment, c'est là que l'on devient soignant. Il ne faut pas
oublier les particularités de cet animal particulier qu'est donc l'homme. Voilà. Donc l'humanitude, c'est l'ensemble des particularités qui permettent à un homme de se reconnaître dans son espèce. Moi, Yves Gineste, je suis un être humain. Et personne ne peut me l'enlever, cela. Je le sais, parce que je me reconnais dans tout un tas de particularités. Par exemple, je parle en ce moment. J'ai une intelligence conceptuelle qui me permet de comprendre certaines choses. Mais l'humanitude, c'est aussi l'ensemble des particularités qui me permet de vous reconnaître, à vous, comme un être humain. Lorsque je rentre dans une chambre et que je vois une petite vieille dame complètement rétractée qui ne parle plus, etc., je sais que c'est un être humain parce que je vais reconnaître chez elle certaines particularités propres à l'espèce humaine. Voilà, donc en fait, l'humanitude, c'est une philosophie du lien. Comment créer du lien entre les êtres humains. Et les êtres humains, ils sont faits pour la rencontre profondément. Mais n'oublions pas, l'être humain est un animal. Alors regardons ce qui se passe pour les autres animaux, pour les autres mammifères. Quand un petit agneau vient de naître, sa mère le lèche. Elle ne le lèche pas pour le laver. Elle le lèche pour lui expliquer, pour lui dire « Tu es un petit agneau, tu fais partie des moutons ». Sa maman le met en moutonitude. C'est-à-dire que si jamais elle ne le lèche pas, ce petit bébé meurt. Il est abandonné par le troupeau qui continue et il ne peut pas téter et il mourra de faim dans un fossé. Il ne s'agit donc pas d'un lavage. Il s'agit réellement d'une intégration dans une espèce et il y a donc deux pour les mammifères. Et pour tous les mammifères, il y a donc deux naissances. Une première naissance qui est biologique, qui est l'accouchement, la mise bas pour les animaux, et une deuxième naissance qui est éthologique, qui est sociologique, qui est une naissance où, par tout un tas de rituels, la femelle, le mâle, la famille, les membres autour vont expliquer au nouveau-né le sens de son espèce, c'est le sens de tout ce qu'il doit apprendre pour appartenir à cette espèce. Et l'être humain, quand il naît, il reçoit lui aussi une deuxième naissance. Et il la reçoit parce que ce que nous avons appelé, avec Rosette, les piliers fondamentaux de l'humanitude. Quand on regarde un bébé, quand on parle à un bébé, quand on touche un bébé, on le fait avec amour, avec tendresse. Il y a une forme extrêmement particulière de relation que l'on va retrouver dans le monde entier. Hein, nous avons beaucoup voyagé et on retrouve la même qualité de mise en humanitude dans tous les pays, dans toutes les tribus du monde. Il y a donc trois piliers relationnels, regard, parole et toucher, et il y a un autre pilier qui est un pilier plus identitaire qui arrive plus tard. C'est long de devenir un être humain parmi les êtres humains. C'est la verticalité. Alors tout cela, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous fabrique le cerveau. Voilà. Et notre cerveau va devenir un cerveau d'humain. Et regardons juste quelques qualités de ces quatre piliers. Alors, il y a toujours sur les piliers relationnels des qualités affectives et des qualités techniques. Et ce sont les qualités techniques, la manière de faire, qui va porter, qui va imprimer, qui va retrouver dans le cerveau les qualités affectives. En qualité affective, il y a toujours de l'amour et de la tendresse. En qualité technique, le regard, il est horizontal, il est long, il dure très 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 longtemps, il est très très proche parce qu'on tient son bébé et il est dans l'axe. On ne regarde pas un bébé de côté. Voilà. Au niveau de la parole, eh bien la parole va dire des mots d'amour, mais que tu es beau mon bébé, que tu es doux, tu as la peau douce, tu sens bon. Et elle va le dire sur un ton très particulier, un ton mélodieux, calme, doux, presque une chanson quand on parle. On murmure ces mots d'amour à son bébé. Quand on prend un bébé, on ne prend pas par le pied pour aller le laver, et voilà, on le prend, on l'enveloppe dans ses bras. Donc le toucher a une très 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 grande surface, il est enveloppant, il est lent, il est caressant, il est doux. Et le bébé est fabriqué pour recevoir ce type de toucher. Et lorsque on fait cela, le bébé va fabriquer des hormones de l'oxytocine, qui sont les hormones de la confiance. Le bébé va se détendre et va sourire, les hormones de l'amour et de la tendresse, l'oxytocine.
Enfin, le quatrième pilier, c'est la verticalité, c'est le moment où on se met debout et là, toute la famille applaudit. On a une véritable identité, on ressemble enfin plus à son père qu'à son chien. Donc, on ne marche plus à quatre pattes et c'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Et puis, malheureusement, il y a parfois des enfants qui ne naissent pas en humanitude, qui ne sont pas mis en humanitude. Tous les bébés qui naissent sont des êtres humains. C'est clair. Mais souvenez-vous, un agneau, il vient de naître, il est vivant, mais il est mis en agnitude. S'il n'est pas mis en agnitude par le léchage, il meurt. Sa mère le lèche. Nous, on utilise les piliers. Et que se passe-t-il lorsqu'on ne met pas un bébé en humanitude? Lorsqu'on ne le lèche pas à la manière des humains, eh bien regardons ce qui se passe. Il s'enfonce dans l'arriération, il fait ce que l'on appelle un syndrome de Spitz, il devient un enfant sauvage, et c'est ce que Cyrulnik a appelé le pseudo-autisme. On a vu à la télévision des reportages sur les petits Roumains, des pseudo-autismes. Un enfant dont on ne s'occupe pas donne ça. Il est sain, biologiquement, neurologiquement, il tombe malade d'une société folle. Quand j'étais en Roumanie après la chute du mur, à Bucarest, on avait des enfants pseudo-autistes placés dans des salles de 60 lits avec une femme qui passait de temps en temps. Donc pas de mots, une gamelle par jour, c'était la situation expérimentale d'isolement sensoriel. Et on a demandé des scanners et la plupart avaient des atrophies fronto-limbiques, c'est-à-dire frontaux, la fonte ici, et limbique, c'est-à-dire toute cette zone-là commençait à fondre. Et on a eu l'occasion de suivre quelques enfants roumains adoptés à Toulon. Et là, vous les rescannez, vous refaites un examen, et alors? Et le scanner, il y a du cerveau partout. Non seulement les activités... En fait, ces enfants, pour bien expliquer le contexte, étaient en Roumanie, et pour des raisons politiques, les femmes n'avaient pas le droit d'avorter, donc il y avait énormément d'enfants abandonnés. Et ces enfants étaient regroupés dans des centres avec une soignante pour 60 gamins, une gamelle par jour, et pas de caresses, pas de chansons, pas d'aide à la verticalisation. Et quand le mur de Berlin est tombé et que nous avons pu visiter ces centres-là, eh bien on s'est aperçu que ces enfants avaient tous des troubles extrêmement graves. Et certains de ces enfants ont été ramenés en France et qu'on voit sur les radios, leur cerveau n'est pas développé, il est plein de vide. Et par contre, lorsque on a utilisé des programmes avec eux, des programmes type humanitude, c'est-à-dire des programmes d'amour et de tendresse, on a vu que le cerveau a repoussé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'expliquer, tout simplement, que l'amour et la tendresse construisent des neurones. Vous, les soignants, vous êtes des fabricants de neurones, des fabricants de cerveau, si vous avez une attitude tendre. Et chaque fois que vous donnez de l'amour, vous fabriquez des neurones. Alors, on voit que l'être humain, lorsqu'il est mis dans des relations extrêmement affectueuses, extrêmement affectives, de tendresse, d'amour, son cerveau se développe et il peut s'épanouir. Que se passe-t-il en cas d'isolement? Que se passe-t-il lorsque l'on isole un être humain? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des réactions dans ce qu'on appelle le cortex singulaire, l'amygdale, qui sont tout à fait étonnantes. Et ce sont des réactions qui activent le cerveau, les mêmes zones du cerveau que lorsqu'un être humain souffre, lorsqu'il est torturé par exemple. Le cerveau réagit à l'isolement comme il réagit à la douleur. On pense que c'est extrêmement vieux dans la construction humaine, que cela vient du fait que l'homme seul n'avait aucune chance de survie avant. Et qu'il fallait qu'il se mette en troupeau, en groupe, pour chasser et pour se protéger des attaques des autres prédateurs. Et que donc, lorsqu'il était seul, eh bien, il y avait une sorte de panique et le cerveau alerte, tout simplement, comme pour la douleur. Il réagit comme pour la douleur. C'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte de ça. Et on s'est aperçu de la même chose. On a isolé des étudiants en médecine dans une expérience qui a eu lieu cette année,
Voilà. Et on a isolé des étudiants et au bout de 24 heures, ce sont les mêmes zones du cerveau qui étaient allumées, qui étaient excitées, que lorsque ces personnes ne mangeaient pas, lorsqu'ils étaient affamés. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que le cerveau réagit par une immense souffrance à l'isolement. Alors, la question que l'on peut se poser, que se passe-t-il quand un vieil homme ne reçoit plus suffisamment de messages de tendresse, d'amour, lorsqu'il devient un objet de soin éventuellement, on le lave, on est gentil, mais pas plus, et lorsque les relations diminuent, parce que cette personne perd la parole, parce qu'il ne se déplace plus par lui-même pour aller vers vous, parce qu'il y reste tranquillement dans sa chambre, eh bien, il a deux solutions. À partir du moment où il est privé, nous pensons que son cerveau est en train de se détruire, nous avons la certitude de cela, et il va commencer une révolte éventuellement, il va commencer à résister, présenter, comme on l'a vu dans le film en Corée, on a vu tous ces gens, toute la violence extrême qu'il dégageait, voilà, ou alors, plus tard souvent, il se replie sur lui-même et il finira par mourir en syndrome d'immobilisation, syndrome de glissement, délirium, plein de noms qui disent, pour parler de la même chose en fait, je pense, de la souffrance de l'isolement. Et donc, nous parlons, nous, de pseudo-autisme gériatrique. C'est la même chose que pour les enfants de Roumanie, sauf que c'est peut-être même pire. Et donc, je voudrais bien que l'on ressente cette chose-là. Nous avons baptisé cela le syndrome de Robinson. Robinson Crusoe sur son île, eh bien, Fournier décrit à un moment donné Robinson qui marche à quatre pattes, qui perd ses mots, qui se comporte comme une bête, parce qu'il n'a pas d'autre humain en face de lui pour lui dire « tu es un être humain ». Parce que nous sommes des êtres humains dans le regard de l'autre, dans les paroles de l'autre, dans les caresses de l'autre. Et il finit par capturer ce que l'on appelle un sauvage, qu'une tribu est venue pour tuer, et il finit par le capturer, le sauver, le capturer, et il appelle ce sauvage, il l'appelle Vendredi. Et parce qu'il a Vendredi en face de lui, c'est-à-dire un autre être humain, Robinson Crusoe retrouve son humanitude. Il s'agit réellement d'une troisième naissance. Est-ce que nous pouvons proposer aux gens des troisièmes naissances? Alors écoutez, je vous propose de regarder ce film et vous allez voir ce qu'il en est. Alors cette vieille dame ne parle plus depuis des années. Elle est complètement immobile, et par la caresse, par la tendresse, par la proximité, regardez, mon regard est très proche, 25 cm, elle finit par revenir. Les soignants l'ont jamais entendu prononcer un mot, voilà, et tout d'un coup elle va se remettre à parler, tout doucement, quelques mots bien évidemment. We're going to try to walk, madam. Je lui ai proposé d'essayer de se mettre debout, mais c'était compliqué. Et là, voilà. La tendresse. Cette dame ouvre les yeux de plus en plus, réagit. Il s'agit d'une troisième naissance. Personne ne l'a vue comme ça depuis plus d'1 an. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite, lorsque je vais quitter cette dame, alors que les Japonais ne se caressent pas, ne se parlent pas beaucoup, ne se regardent pas dans les yeux, regardez, ici, toute la tendresse qu'elle exprime, elle me caresse, elle me donne de l'amour. Et donc, lorsque je la quitte pour retourner dans le service, eh bien, tous les personnes âgées sont là, et à la grande surprise des Japonais, qu'est-ce qu'ils demandent tous? De la tendresse, des baisers, de l'amour.
Thanks very much. また来てね。Please come back again. Yes. ね、また来る Okay. 病気になっても年を取っても私たちは人間として誰かに愛されたいと願っているんですね。Wow, your eyes are beautiful. The eyes. Alors là, c'est mes yeux qui lui plaisent. Voilà. Incredible gift to you. They are a pure mirror of what you are and what you give. With a good tool, it's a chance. Et quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Alors le rêve peut devenir une réalité. On peut construire un monde différent. Alors voilà, les 4 piliers sont nécessaires à l'homme. Ils permettent d'intégrer les enfants et de leur expliquer, voici votre espèce, vous êtes des humains. Et donc on intègre grâce à ces 4 piliers les enfants dans le groupe des humains. Mais aussi tout au long de notre vie, on construit les relations positives aux autres, on choisit nos amis, on choisit nos amours. Et enfin, ces 4 piliers peuvent nous permettre de rester un humain parmi les humains, dans la tendresse et debout jusqu'à la fin. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans la grande dépendance? Comment maintenir les liens d'humanitude? C'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on a construit, entre autres, cette philosophie de l'humanitude. Parce que cette philosophie est basée sur des valeurs. La philosophie nous aide à comprendre, à réfléchir sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la tendresse, ce qu'est le pouvoir. Elle tente de répondre aux grandes questions que se posent les humains et à choisir nos valeurs. Et nous avons choisi comme valeur, la première des valeurs, c'est le respect des droits de l'homme, avec liberté, égalité, fraternité, la citoyenneté, l'autonomie, la gestion de la dépendance au service de l'autonomie, l'amour, la tendresse. Revenons juste sur ces valeurs. Alors, liberté et citoyenneté, eh bien, je vous rappelle tout simplement l'article 1 des droits de l'homme, est inventé par les Français et repris dans le monde entier en 1948 dans la Convention internationale des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et se doivent d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les hommes sont libres. Ça veut dire que quand je rentre dans une chambre et que je vois une personne âgée en rétraction qui ne parle plus depuis 2-3 ans, je n'ai pas plus de valeur que cette personne-là. Sa vie vaut la mienne. Nous sommes égaux, non pas en bras de fer ou en course, mais nous sommes égaux devant la vie. Voilà. Et en plus, je dois le considérer comme je considérais un frère que j'aime. Alors c'est sans doute utopique, mais encore une fois, l'utopie nous montre le chemin. L'autonomie, la deuxième très grande valeur, c'est la capacité à faire ses propres choix. Ça veut dire que nos vieux ont la capacité de choisir ce qui est bon pour eux tant que ça ne nuit pas aux autres. Ou encore, parce que beaucoup de personnes âgées ont des troubles cognitifs qui ne leur permettent plus de faire directement leurs propres choix, ils ont la capacité d'exprimer, et ça, tout le monde l'a, jusqu'à la mort, la capacité d'exprimer ce que l'on aime ou que l'on n'aime pas, grâce à des rires, des sourires, du tonus, un mot qui vient alors qu'il ne venait pas. Alors, le soignant, dans ce schéma-là, est au service de l'autonomie, mais par la gestion de la dépendance. Je ne choisis pas pour toi, je vais t'allumer la télévision parce que tes jambes ou tes bras ne te le permettent plus, mais c'est toi qui choisiras ton programme, et si tu n'es pas capable de le choisir, j'essaierai de comprendre, de deviner ce que tu aimes. Voilà, les soignants ne sont qu'au service de l'autonomie par la gestion de la dépendance. Et puis les valeurs, les plus importantes, c'est l'amour, la tendresse, et puis l'amour et la tendresse, c'est l'amour et la tendresse, et tout ça, ces valeurs-là nous permettent de parler d'éthique.
Regardez sur cette diapositive, vous avez vu dans le film tout à l'heure ces soignants qui pleuraient de désespoir après avoir donné un bain. Pourquoi pleurent-ils? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté leurs valeurs. Et vous voyez, les valeurs affichées, on les a toutes. On est pour la liberté. Quand vous dites, est-ce que l'amour est une belle valeur? Ah oui, oui, l'amour c'est une belle valeur. Est-ce que vous êtes pour la liberté des gens? Mais bien évidemment. Oui, mais alors pourquoi on les attache? On est pour la tendresse, mais alors comment se fait-il que quand on donne un bain, cette personne hurle? Et quand on n'arrive pas à réaliser nos valeurs, donc les valeurs produites ne sont pas au niveau des valeurs affichées, alors on est profondément malheureux parce qu'on a brisé nos valeurs. Et l'humanitude, depuis 40 ans, on essaye de faire le droit chemin entre les valeurs affichées et les valeurs produites. Et c'est très difficile parce que ça ne dépend pas du cœur, ça dépend énormément des techniques. Il faut changer les techniques, il faut les posséder, les apprendre. Il faut changer les organisations de soins. Il nous faut parfois des moyens que nous n'avons pas. Et c'est donc pas si simple que ça. Et puis est apparu cette année le temps du confinement. Alors là, il faut qu'on discute tous ensemble, le plus sereinement possible, de ce qui s'est passé pendant ce confinement. Nous ne savions pas quoi faire au départ. Nous n'avions pas de matériel, pas de masque, pas d'alcool, pas de traitement, pas de médicaments. Nous étions perdus et nous étions dans l'urgence. Alors, il a été décidé de confiner. On a fermé les EHPAD, on a séparé les personnes âgées des familles, on est même arrivé à un moment donné à faire du confinement en chambre, on a isolé, avec des conséquences que l'on peut deviner quand on connaît l'évolution de la science, des sciences neuropsychologiques. Et parce que, je vous le rappelle, le cerveau analyse la douleur de l'exclusion exactement comme il analyse la douleur physique. Ce qui veut dire que ces gens-là ont énormément souffert. Et ça, personne ne peut dire le contraire, quelle que soit la qualité extraordinaire de l'accompagnement qu'on a pu voir dans certains centres, l'isolement abîme le cerveau. Et donc, l'homme a un besoin vital de tendresse pour vivre. C'est un besoin physiologique, neurologique, psychique, psychologique. L'homme a besoin de cela. Et le manque de tendresse détruit le cerveau humain, comme pour les orphelins de Roumanie. Et ça, nous l'avons prouvé. Nous l'avons prouvé dans une étude qui a été faite au Japon sur le délirium. Vous savez, ce syndrome qui fait que lorsque l'on amène une personne âgée à l'hôpital, il perd la boule, il ne sait plus qui il est, il se désoriente complètement, se désadapte. Et le délirium, qui touche, suivant les études, entre une personne sur 5 et une personne sur 10, de plus de 80 ans, quand on l'amène à l'hôpital, augmente la morbidité dans des proportions considérables. C'est un véritable danger, d'ailleurs, vous le savez tous. Quand vous envoyez une personne à l'hôpital, vous craignez énormément de retrouver quelqu'un qu'on vous renvoie avec une perte énorme de capacité. Voilà. Voire qu'on ne vous le renvoie plus. Eh bien, nous avons mis au point, comme vous voyez sur cette affiche, on a mis au point des programmes d'entraînement humanitude, d'entraînement à la tendresse, dans des services de réanimation, et on a fait une étude sur 2 ans et 2000 patients à peu de choses près, et on a réussi à faire baisser le délirium de 5 fois. Quand les meilleurs résultats mondiaux qui étaient obtenus par l'université de Pittsburgh faisaient baisser le délirium de 30% dans des programmes que l'on appelle les programmes HELP, nous avons réussi avec l'humanitude à faire baisser de 5 fois les déliriums. Alors bien évidemment, ces programmes étaient extrêmement précis, techniques, très techniques, des techniques de tendresse, de caresse, de regard, de parole, de toucher. Et tout cela, ça nécessite quelque chose, une compréhension que nous devons avoir. La tendresse s'exprime dans la proximité.
Nous avons réussi à démontrer avec l'université de Kyoto et les Japonais que la distance idéale pour fabriquer de l'oxytocine, pour permettre au cerveau de comprendre que nous donnons de l'amour et de la tendresse, était de 25 à 30 cm eye contact, les yeux dans les yeux, donc une distance extrêmement proche. De la même manière, les caresses vont permettre, et les caresses on est à proximité puisque l'on touche, et surtout sur certaines zones, les épaules, le dos, le cou, les caresses vont permettre de produire de l'oxytocine et aussi les mots doux que l'on murmure à l'oreille. Mais vous allez voir, madame, je vais m'occuper de vous, tout va bien se passer. Et c'est toute cette tendresse qui ne peut s'exprimer que dans la proximité qui va permettre la survie affective de ces personnes et la survie neurologique de ces personnes. Alors, il nous faut comprendre que nous avons, en fait, et il nous faut l'admettre, que nous avions deux ennemis contre lesquels il fallait se battre. Un qui était clairement identifié, le Covid, un ennemi terrible pour les personnes âgées, pas pour les enfants, mais pour les personnes âgées. Et il fallait impérativement que l'on protège les personnes âgées de ce Covid. Mais il y avait aussi un autre ennemi qui est aussi dangereux que le premier. Voilà, c'est le syndrome d'immobilisation, le syndrome de glissement, le délirium. Et ces deux ennemis sont aussi dangereux l'un que l'autre. Et focaliser sur un seul ennemi, c'est donner son flanc à l'attaque de l'autre ennemi. Confiner, c'est risquer le syndrome d'immobilisation, le syndrome de glissement. Câliner, c'est risquer de transmettre le Covid. Donc nous sommes face à deux risques majeurs. Alors, n'oublions pas quelque chose. L'humanitude s'est construite sur des valeurs. Et les deux principales valeurs de l'humanitude, c'est la liberté et l'amour. La liberté et l'amour. La santé, qui est la base du rôle du soignant. Je vous rappelle la définition, un soignant est un professionnel qui prend soin d'une personne qui a des problèmes de santé. Ben, la santé, ce n'est qu'un bien. C'est certes un bien extrêmement précieux, mais c'est quelque chose que l'on possède, que l'on essaie de conserver. Mais c'est seulement un bien. Mais n'oublions pas que nous vivons aujourd'hui dans des pays libres, des pays démocratiques, parce que des hommes sont morts pour la liberté, pour défendre des valeurs, pas des biens. Et donc, nous devons toujours mettre les valeurs au-dessus de tout le reste. Et ils ont perdu leur santé, et nous leur devons notre liberté. Alors, ne nous trompons pas, la santé ne peut pas se mettre avant les valeurs. Si nous faisons cela, nous perdrons notre âme. Et donc, maintenant, nous avons de l'expérience. Nous avons vécu une période qui était extrêmement complexe, mais vous avez été d'une inventivité extraordinaire dans certains services. Les soignants ont fait des choses absolument bouleversantes et merveilleuses. Eh bien, il faut communiquer là-dessus. Et il nous reste, ensemble, à inventer le prochain combat, parce que comme toutes ces infections, le Covid reviendra. Et sans doute, nous trouverons une solution pour éviter ces confinements et pour protéger les personnes dont nous avons la responsabilité de l'accompagnement. Et ça, c'est aussi notre devoir, c'est d'être capable d'assumer une véritable proximité sociale et non pas une distanciation sociale ou physique, mais en sécurité. Nous devons construire ce monde ensemble et je suis persuadé qu'on y arrivera. Alors voilà, enfin, pour terminer, je voudrais conclure avec cette phrase du neurobiologiste Jean-Didier Vincent qui nous dit « L'homme est absolument et totalement un individu, le plus individualiste des animaux. Il reste cependant un individu socialement extrême. L'homme n'existe pas s'il n'est pas avec d'autres. »
Et pour relier tout ça à la tendresse, Saint-Exupéry a fait dire au petit prince, ou plutôt au renard qui parlait au petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.